À la une également, le nouveau roman de Jair dos Santos, présentateur vedette du 20h de la télévision publique portugaise et auteur à succès de nombreux thrillers historico-scientifiques. Bonsoir Jair dos Santos. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Votre nouveau roman a pour titre L'homme de Constantinople. C'est aux éditions Hervé Chopin. Alors, c'est l'histoire d'un homme, en tout cas vous vous inspirez de l'histoire de cet homme qui s'appelle Calouste Gulbenkian. Qui est-il au juste ? Bon, vous savez, souvent on dit qu'il y a des gens d'ombre, des hommes de l'ombre qui manipulent la vie politique, la société, sont des grands financiers derrière le plateau qui bouge et tout ça. Et bon, c'est une vision conspirative de complot qu'on trouve souvent. Mais même si cette vision est un petit peu exagérée, il y a quelque chose de vrai. Ces hommes existent en effet. Et Gulbenkian était un homme de l'ombre. C'était l'homme qui a organisé le business du pétrole en Arabie Saoudite, au Koweït, en Irak, en Perse, en Venezuela. Il a touché aussi le pétrole de Russie. Il a donné Elf Aquitaine à la France. Il a donné l'argent à Césaritz pour faire sa chaîne d'hôtels. Il est devenu l'homme le plus riche du monde. Alors on va et voir personne ne le connaît. Et personne ne le connaît, comme vous le dites. Au Portugal, vous le connaissez un peu plus, puisqu'il y a une de ses fondations à Lisbonne. Il y en a une aussi à Paris, d'ailleurs. Alors, vous racontez la vie de ce mystérieux Arménien. Il est né, d'ailleurs, peu avant le déclin de l'Empire ottoman et aux prémices du génocide arménien. Quelle jeunesse a-t-il eu ? Bon, il vivait pendant cette époque de persécution des Arméniens, parce que les Arméniens, ils habitaient au cœur de l'Empire ottoman, et évidemment, il n'est pas question de leur donner l'indépendance, sinon c'était la fin de la Turquie. Et voilà, c'est dans cet environnement qu'il a vécu. Et puis, il est venu en France, à Marseille, pour étudier, et puis à Londres, où il a commencé à étudier le pétrole, car son père, il avait l'exclusif du pétrole de American Oil pour le kérosène. La compagnie. Et alors, il connaissait déjà le business un petit peu. Alors, il a régné, vous le dites, sur le monde du pétrole, mais pas seulement, sur celui de l'art également, plus grand collectionneur d'art. En fait, au cœur de votre roman, parce que, disons-le, c'est une fiction tout de même, on parlera d'ailleurs après de la fiction, comment a-t-il pu devenir l'homme le plus puissant du monde ? C'est une question centrale dans votre livre. Parce que, justement, il était un homme de l'ombre. On n'avait pas des photos de lui. On a entendu parler d'un mec qui manipule les choses, tout ça, mais on ne connaissait pas. Et c'est ce que je dis, c'est vraiment étonnant comment une personne qui a autant structuré le XXe siècle demeure inconnue. Tombé dans l'oubli, surnommé Monsieur 5%. Pourquoi Monsieur 5% ? Parce qu'il avait 5% de tous les profits du pétrole mondial. Et ça, c'est énorme. Et en effet, sa fondation, la fondation Gulbenkian, est la 4e plus grande fondation du monde, même si les gens ne le savent pas. Et j'ai trouvé que c'était extraordinaire de raconter cette histoire. Et lui, comme vous avez dit, il avait cette grande collection, la meilleure collection d'art privé du monde à son époque. Et il a fait ça, je pense, parce qu'il comprenait que le business, c'était sale, c'était moche, et il avait cette envie de beauté. Ça fait quoi l'actualité, d'ailleurs, en sens oui, aucun pays c'est toujours la même chose. Il y a beaucoup de corruption dans le business et tout ça. Alors, il est sur le point de rendre l'âme, on ne va pas tout raconter, et donc c'est à son fils que ce multimillionnaire va essayer d'expliquer ce secret qui l'a toujours fait avancer, qui l'a tiré vers le sommet et vers le toit du monde. Alors, je rappelle qu'on vous doit aussi La Formule de Dieu, La Clé de Salomon, ou encore Signe de vie qui vient de paraître aux éditions HC. La fiction, justement, vous dites qu'elle est la plus puissante que le journalisme pour dire la vérité. C'est plutôt courageux parce que vous êtes présentateur du 20h, je l'ai dit, à la télé publique portugaise. Pourquoi la fiction est-elle plus puissante que le journalisme ? Par deux raisons. Premièrement, parce que souvent, en tant que journaliste, ou même dans les discours juridiques ou le discours d'histoire, sont des discours non fictionnels, il y a des choses qu'on ne peut pas dire parce qu'il nous manque la preuve. Par exemple, je peux savoir quelqu'un qui me dit, bon, tel politicien, il est corrupt, mais je ne peux pas le dire parce que faut la preuve, sinon, oui, il me faut la preuve. Mais en tant que romancier, je peux le faire, je change le nom et je montre le mécanisme derrière lequel il est corrupt. Et ça, c'est une façon très puissante de raconter la vérité. En plus, aussi, on amène les gens, quand on lit par exemple l'homme de Constantinople, on n'est plus à Paris en 2019, on est à Constantinople en 1995, et Gulbenkian, il essaie de fuir Constantinople avec son fils
est caché dans le tapis. Et ça nous amène visuellement à une autre réalité. On voyage dans le temps et dans l'espace pour une autre chose. Alors terminons, si vous le voulez bien, par ces élections européennes que l'on évoquait, puisqu'on va en profiter. Vous qui êtes journaliste au Portugal, c'est un pays qui fait presque figure de modèle depuis des années. On entend dire que l'austérité ne passe pas au Portugal, que ça peut fonctionner, de ne pas oublier les retraités, de ne pas oublier les plus fragiles. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est un mythe ? Disons-nous que l'Europe avait besoin d'une histoire de succès. Mais en effet, l'austérité, elle existe toujours. Elle est là. La différence, c'est quel est le chemin. On peut faire le chemin de couper les salaires ou les pensions, on peut faire le chemin de couper les services publics et les investissements publics. Le gouvernement socialiste d'Antonio Costa a résolu, dit-il, une équation impossible, rompre avec l'austérité tout en réduisant le déficit public. Il essaye en tout cas. Mais c'est ce que je disais, il n'a pas rompu avec l'austérité. Oui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a changé l'austérité des salaires et pensions pour les services publics et les investissements publics. Parce que nous avons maintenant les investissements publics les plus bas des derniers 50 ans, parce qu'il n'y a pas de miracle finalement. Merci beaucoup J.R. dos Santos d'être venu sur notre plateau. L'homme de Constantinople, édition Hervé Chopin. Merci à vous. Merci à vous. Sur notre plateau.